Good afternoon, and a warm welcome to all. Bon après-midi et soyez les bienvenus, que ce soit dans la salle ou en ligne. J'ai été vraiment touchée et très inspirée. C'était un très beau moment. Aujourd'hui, à l'occasion du 15e congrès forestier mondial, nous avons invité des anciens lauréats du prix Wangari Maathai du partenariat de collaboration sur les forêts et nous allons animer une session de discussion très intéressante. Je viens des Philippines, je représente une association qui travaille dans le développement durable des forêts. Je suis vraiment honorée d'être modératrice de la session d'aujourd'hui. Avant de commencer la session, j'aimerais inviter encore une fois Madame Elena Semedo, directeur général adjointe de la FAO. Elle va prononcer un discours d'ouverture. Merci beaucoup. Bonjour, je vais essayer d'être brève. Et bienvenue à ce panel très spécial du Congrès forestier mondial. C'est pour moi un grand plaisir de voir avec moi sur scène 5 champions de la forêt Wangari Maathai, qui sont des personnalités profondément inspirantes, y compris la dernière lauréate de ce prix prestigieux. J'ai hâte d'entendre les histoires des autres lauréats aussi. Le partenariat de collaboration sur les forêts a lancé le premier prix Wangari Maathai en 2012 pour honorer la mémoire de la lauréate du prix Nobel kenyan Wangari Maathai, dont l'héritage se perpétue avec ce prix et nos champions. Ce prix a toujours été décerné à des personnes soigneusement sélectionnées et cette année, la sélection a été très difficile. Comme vous avez pu le constater aujourd'hui, un groupe d'individus incroyables, passionnés avec un esprit contagieux qui s'efforce de protéger les forêts et les moyens de subsistance de ceux qui en dépendent. Chacun travaille pour créer un meilleur monde. Et leur point commun, c'est de diriger les communautés locales et montrer l'exemple. Malgré le manque de moyens, il donne un impact considérable sur les personnes vulnérables et les défavorisées. Je crois qu'il représente l'esprit des objectifs du développement durable des Nations Unies. Ils sont les exemples vivants de penser globalement, mais d'agir localement. De plus, tous ces gagnants que vous voyez devant vous aujourd'hui sont de véritables leaders et visionnaires qui visent à étendre leur influence et à atteindre les objectifs aussi loin que possible. C'est ce genre d'influence qui entraîne véritablement le changement. J'attends personnellement avec impatience cette occasion d'entendre vos histoires. Merci Madame Semedo pour vos paroles d'introduction. Et nous a également posé le cadre de cette session spéciale. Nous avons avec nous aujourd'hui les lauréats du prix Wangari Maathai pour parler de leur engagement avec les communautés locales pour la lutte pour les forêts durables. Alors, je vais inviter Madame Gertrude Kabushimi Kenyangi qui a remporté ce prix en 2015. Veuillez vous monter sur la scène. C'est une militante forestière ougandaise qui promeut sans relâche la conservation et l'utilisation durable des ressources forestières de son pays. Elle travaillait
en collaboration avec l'autorité forestière nationale ougandaise et par le biais de sa fondation Support for Women in Agriculture and Environment, SWAGEN, elle a accru la sensibilisation locale des femmes et de ceux qui dépendent de ces forêts pour pouvoir améliorer leurs moyens de subsistance. Veuillez l'applaudir. Ensuite, j'aimerais vous présenter Monsieur Leonidas, qui est le lauréat du prix Wangari Maathai de 2019. Il est activiste qui travaille à Burundi. Il a été reconnu pour sa contribution exceptionnelle à l'amélioration des forêts et de la vie des peuples autochtones Batwa, des femmes et des jeunes dans son pays, même au risque de sa sécurité personnelle. Nous allons entendre tout ça plus tard. Applaudissons Monsieur Leonidas Njigi Impa. Maintenant, nous allons re-inviter la lauréate de cette année. J'invite Madame Cécile Djebet sur la scène. J'aimerais également... Elle est d'origine camerounaise. Et Cécile a développé le concept de guider le travail local de conservation forestière en s'attaquant aux problèmes par le biais d'un cadre institutionnel, ce qui lui a permis d'inculquer le renforcement des capacités de mobiliser des ressources financières et d'obtenir le soutien du gouvernement central. Elle a créé l'écologie camerounaise en 2001 pour s'attaquer à la restauration des terres dégradées par la gestion foresterie communautaire et en 2009, elle a fondé le réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts, REFACOF, pour promouvoir les droits des femmes sur les terres et les forêts en élargissant le mouvement à inclure 20 pays membres. Nous avons 3 autres lauréats du prix qui n'ont malheureusement pas pu nous rejoindre en 2004. En 2017, nous avons Maria Margarida Ribeiro da Silva. Elle nous a envoyé un message vidéo, donc on va avoir ces clips tout à l'heure. Ensuite, Monsieur Narayan Kaji Shreta, le vainqueur de 2012, n'a malheureusement pas pu nous rejoindre. Alors nous avons avec nous 3 lauréats de ce prix et j'espère que cette session sera très intéressante et pleine d'inspiration. Bonjour encore une fois. Nous allons sans tarder commencer nos discussions. Je vous ai brièvement présenté. Donc pour vous, ça fait plus de 9 ou 10 ans que vous travaillez dans ce secteur. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre carrière et la chose qui vous a motivé à vous lancer dans ce mouvement? J'aimerais connaître votre motivation. Vous avez la parole. Donc, je vais vous raconter qu'est-ce qui m'a motivé à poursuivre cette voie forestière et m'intéresser aux forêts. Je suis née et j'ai grandi dans une communauté très dépendante des forêts. Et comme j'avais beaucoup de chance, j'ai pu suivre l'éducation dans une école catholique. Et grâce à cette éducation, j'ai pu beaucoup apprendre. Et des enseignants et des prêtres m'ont fait réaliser la perte de la végétation. Ensuite, les femmes étaient obligées de parcourir des kilomètres pour obtenir l'eau
Cette situation m'a donné envie de résoudre les problèmes. Ensuite, Monsieur Léonidas, vous pouvez aussi expliquer qu'est-ce qui vous a motivé? Mon inspiration et ma motivation viennent de très loin. Pour ceux qui ne savent pas, le Burundi, c'est un petit pays d'Afrique centrale qui a été pendant beaucoup d'années, il a été secoué par différentes crises socio- et politiques. Alors, en 1993, il y a eu la guerre dans mon pays. Et en 1994, j'ai été attaqué par un groupe de meurtriers. Et durant cette attaque, j'ai perdu mon œil gauche. Également, j'ai reçu beaucoup d'autres coups de poignard sur mon corps. Mais j'ai survécu à cette attaque. Et ayant survécu à cette attaque, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je peux faire pour préserver la vie? Il n'était pas question de me venger, mais œuvrer pour la vie. Parce qu'au cours de cette attaque, j'ai vu combien la vie est fragile. Et j'ai vu combien il est important de travailler pour la vie, la protection de la vie dans mon pays. Et j'en suis venu à découvrir que protéger les forêts, protéger la biodiversité, protéger les habitats pour les animaux sauvages, c'est protéger la vie. C'est se mettre au service des autres. Et depuis 2000, je me suis engagé à protéger la vie, à protéger les forêts, la biodiversité et en définitive, à protéger la vie humaine. Voilà d'où vient mon inspiration. Merci. Wow. Thank you very much for Merci beaucoup de nous avoir partagé votre histoire. Donc vous avez continué, malgré tous les dangers, toutes les crises, à continuer votre chemin et c'était vraiment inspirant. Qu'est-ce que vous pouvez ensuite nous raconter les défis, les difficultés auxquelles les femmes africaines étaient confrontées pour planter les arbres? Merci beaucoup. Moi aussi, quand j'étais petite, j'étais avec ma mère et ma sœur. Et j'ai été grandement inspirée par ces deux femmes, par les difficultés auxquelles elles devaient faire face à l'époque. Ma mère a 14 enfants, moi je suis le 9e. Elle a 7 filles, elle a 7 garçons. Et mon père, il travaillait dans le secteur du bois, dans une entreprise allemande. Et ma mère, elle est retournée dans la forêt pour avoir des activités culturelles. Donc j'étais entourée des forêts dès mon enfance. Donc j'ai été élevée dans cette inspiration et j'ai compris qu'il fallait déployer des efforts sans arrêt si on veut obtenir quelque chose. Si je voulais réussir et
réaliser quelque chose, il fallait faire des efforts. C'était la leçon que j'avais appris dès le plus jeune âge. Après, j'ai terminé l'école primaire, j'ai intégré le collège et pendant les vacances, je travaillais dans les champs avec ma mère. Donc pendant les vacances, j'étais dans les champs, soit avec ma mère, soit avec ma sœur. Donc j'ai commencé à me considérer comme une agricultrice et j'ai commencé à s'intéresser aux activités économiques et aux intérêts économiques des agriculteurs. Et au Cameroun, le ministre de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement étaient séparés et étaient fusionnés. Et ensuite, les deux ministères se sont séparés. Et à ce moment-là, il fallait recruter les gens pour travailler dans le ministère de la Forêt. Et ils avaient besoin des femmes. Donc c'est à ce moment-là que j'ai intégré et je me suis lancée dans ce secteur. À cette époque-là, je n'avais pas de connaissances approfondies dans ce domaine et c'est à cette époque que j'ai décidé à me spécialiser dans la foresterie. Donc j'ai fait un master et pendant mes études, je me suis beaucoup intéressée aux liens entre la forêt et les communautés locales. Donc bien sûr, les informations scientifiques sur les essences étaient importantes, mais ce qui était plus important étaient les interactions entre les forêts et les communautés locales. Donc c'est pour ça que j'ai enseigné la foresterie sociale. Donc en tant que fonctionnaire dans le ministère des Forêts, j'ai été chargée des activités des communautés locales. Ma spécialité était la formation des femmes. Je voulais relier les droits des femmes avec le développement des zones rurales et la gestion des forêts. Merci pour votre histoire et je vais encore revenir avec des questions plus profondes. Tout à l'heure, vous avez parlé de la famille. Donc, nous avons des parents, nous avons des sœurs et des frères. Donc, vous étiez en connexion avec eux pour former des communautés. Je pense qu'on est dans une situation à peu près pareille. On était tous influencés par les difficultés éprouvées par les communautés locales et c'est au fond du cœur que nous avons décidé de consacrer notre vie pour la lutte pour ce mouvement. Je pense que c'était une attitude commune à tous les lauréats de ce prix. Alors maintenant, nous allons voir une vidéo de Madame Patti Gorzo qui a gagné le prix également de Wangari Maathai. À travers le mouvement communiste, elle a su protéger la forêt communautaire. Voilà la vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis avec vous aujourd'hui avec les lauréats du prix Wangari Maathai venant des 4 coins du monde. On ne s'est jamais rencontrés dans le passé, mais enfin voilà, nous sommes ensemble parce que nous partageons le même amour pour la forêt. Nous partageons la même vision. Nous devons créer des forêts renouvelables et durables. Et nous devons ressentir
l'esprit spécial dans les forêts anciennes. Ce sont des choses que la mère nature nous donne. Mais ce n'est pas une chose facile. Parce qu'il y a des propriétés privées qui se réclament de posséder les droits d'utilisation de ces forêts. Sierra Gorda, au centre Mexique, est un très bon cas qui montre la conservation participatoire qui remonte 35 ans d'histoire. Nous sommes une communauté qui partage l'amour pour la nature et c'est grâce à cette force que nous avons pu conserver ces forêts et pendant des décennies, nous avons planté des centaines et des milliers d'arbres et nous nous sommes consacrés depuis très longtemps pour la préservation de la biodiversité. Et grâce à ces efforts, nous avons pu intensifier le mouvement pour la nature, augmenter le nombre de gens qui essayent de préserver les forêts. On a travaillé de multiples façons avec des milliers et des milliers de personnes pour renforcer cet esprit vert, pour protéger les forêts protégées qui représentent 33% des forêts dans le centre Mexique. C'est la forêt protégée la mieux préservée au Mexique. Nous travaillons avec passion pour protéger la nature et nous convergeons nos efforts ici à Sierra Gorda. Nous avons intensifié les actions pour avoir une attitude plus respectueuse et nous encourageons la participation citoyenne pour sauver l'environnement si beau qui nous entoure. Donc, ce sont les idées que les communautés au Mexique partagent et j'espère que cet esprit sera partagé avec de plus en plus de gens. Et nous travaillons également avec les communautés locales pour promouvoir le tourisme local. Donc on offre de différents services et on renforce les capacités des professionnels du tourisme pour offrir un meilleur service aux touristes. Et maintenant, nous avons un réseau composé de 60 ou plus micro-entreprises qui travaillent dans cette région. Ces communautés travaillent avec les écologistes, les enfants et les artisans. Et nous continuons à proposer nos services à nos visiteurs. Nous essayons également d'appliquer les décisions qui ont été prises dans le protocole de Tokyo et de recevoir des certificats. Nous travaillerons également avec le gouvernement Guerreta pour développer des politiques dans le cadre de l'action pour le climat. Nous développons de nouveaux règlements pour adapter à la situation locale et nous essayons également de réduire nos empreintes carbone par les industries de cette région. Et ce sont des choses concrètes qui se réalisent dans la région où je vis. Nous avons par exemple introduit la taxe carbone. Ce genre d'efforts devront se répandre dans toutes les régions du Mexique. Et je pense que nous allons nous réjouir de notre réussite. J'ai un rêve, c'est d'avoir
des forêts, de reboiser toutes les régions à partir de Baja Californie jusqu'à la fin. Yo vengo a entregar mi corazón. A wave of love. C'est la manière de aimer la planète. Merci Madame Paty pour cette vidéo très touchante. Je vous souhaite plein de succès, de verdir de Baja California jusqu'à Yucatan. Ensuite, nous allons continuer avec les prochaines questions avec nos membres panel. Vous avez travaillé longtemps dans la gestion des foresteries. Quel était un exemple dont vous êtes le plus fier lorsque vous avez travaillé avec différentes communautés locales? Ça fait plus de 20 ans, 22 ans, que je travaille main dans la main avec les communautés. Parce que je suis convaincu que si nous voulons réussir le pari de la protection des forêts, de la biodiversité, des ressources naturelles, nous devons placer les communautés au centre. Si nous les plaçons au centre, nous allons réussir. J'ai développé en 2017, c'est vraiment une expérience récente parmi tant d'autres. En 2017, j'ai développé une approche d'implication des communautés Batwa, peuple indigène du Burundi, très marginalisés, sans terre, sans travail, sans avenir parce que leurs enfants ne vont même pas à l'école. Alors, il y avait une petite communauté de 28 ménages. Au total, 133 personnes vivant à la lisière de la réserve naturelle forestière de Bururi, une petite réserve de 3300 hectares. Cette communauté, n'ayant pas d'autres moyens de survie, devrait entrer dans la forêt, couper les arbres, extraire les carrières, aller les vendre dans la ville à côté pour avoir un peu d'argent et acheter de la nourriture. C'était leur vie quotidienne. Il y avait beaucoup de conflits entre cette communauté et les services de la conservation. Il y avait également beaucoup de conflits entre cette communauté qui n'avait même pas de maison parce que ces 28 ménages, c'était vraiment de petites huttes en paille. Alors, il y avait beaucoup de conflits avec les voisins qui les taxaient de voleurs. Et sur la petite parcelle d'au moins d'un hectare sur laquelle ils vivaient, c'était vraiment, il y avait des problèmes de pollution, vous le comprenez. Pas de toilettes, beaucoup de problèmes. Alors, pour résoudre définitivement ces problèmes entre la conservation et cette communauté, j'ai développé une approche d'implication de cette communauté dans les activités d'aménagement de la réserve. Et c'était une première dans l'histoire du Burundi que des communautés Batwa sont impliquées dans les activités d'aménagement, de gestion, de surveillance des feux de brousse, et ainsi de suite. Et à travers cette implication, cette communauté gagnait un peu d'argent. Et je me suis convenu avec elle qu'elle prenne une partie et ouvre un compte dans une banque de la place pour sauver 40%, c'est-à-dire épargner 40% de ce qu'elle gagnait par jour et utiliser 60%. Et au bout d'une année, cette petite communauté a épargné 12 000 $ en 12 mois, 12 000 $. Et cette communauté a utilisé 12 000 $, elle a utilisé 8 000 $ pour acheter une terre, 3 hectares. Et le reste pour acheter du bois et commencer à construire des maisons. Et maintenant, cette petite communauté vit sur sa propre terre, acquise au prix de leur labeur, et
vit dans des maisons décentes, des maisons en briques et en tôle. Et elle a tiré une ligne d'adduction d'eau potable. C'était pour la première fois dans l'histoire du Burundi que des Batois s'achètent une terre. Et cette expérience, à l'heure où je vous parle, est en train d'être répliquée autour des parcs nationaux de la Kibira et de la Ruvubu et bientôt dans d'autres aires protégées du Burundi. Cette approche a résolu plusieurs problèmes à la fois. Maintenant, la forêt est bien préservée. Il y a une cohabitation pacifique entre cette communauté et les Batois. Deux, les voisins cohabitent maintenant pacifiquement. Maintenant, cette communauté a de l'espoir. Et mon équipe accompagne leurs enfants, 50 enfants, à l'école. Il en va de leur avenir. Merci. Thank you very much, Leonidas. And now we can hear. Merci beaucoup, Monsieur Léonidas. Maintenant, je passe la parole à Madame Gertrude. La chose la plus inspirante que j'ai vue en plantant des arbres, c'était le changement de vie et le changement des paysages. En effet, j'ai planté 3 millions d'arbres. Dans les régions de West Bigui et de Luohu, il y a eu des impacts secondaires. Nous avons commencé à avoir des fruits. Et cela a évité et protégé contre l'effondrement des sols. Et cela a baissé le niveau de pollution dans ces régions. Et cela également a prévenu la perte de biodiversité. Merci pour votre réponse très brève mais très claire. J'ai connu un exemple assez similaire. Au Cameroun, lorsque nous avons lancé un processus autour des communautés, nous avons rencontré plusieurs problèmes. Parce que dans ces régions, il y avait beaucoup de conflits. Je pense que c'était il y a environ 10 ans. À l'époque, les conditions de vie pour les communautés s'étaient beaucoup améliorées. Par rapport aux années 80 ou aux années 50 où ils n'avaient aucun accès à l'électricité. Donc, à l'époque, ils avaient d'abord accès à l'eau et même accès à l'électricité. Et quand on regarde les mangroves de la région Loji, c'était aussi un exploit. Et l'écosystème est en transition. Dans cette région, il n'y avait pas d'arbres, mais aujourd'hui, on a de plus en plus d'arbres mangroves. J'espère que ce changement va continuer. Merci, Madame Cécile. À vous entendre, je pense que nos activistes, comme l'a été remarqué par Madame Gertrude, nous contribuerons au changement de vie, des changements importants. On a parlé de l'augmentation des revenus, du renforcement des droits des femmes et des hommes, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau propre. Donc en général, le bien-être des hommes et le paysage naturel se sont améliorés. Donc, en travaillant avec les différentes communautés locales, nous pouvons réaliser tous ces exploits. Vous avez parlé des cas de réussite, des cas exemplaires. Mais on n'a pas toujours les succès, on connaît également des échecs. Donc, est-ce que vous pourrez nous raconter votre expérience d'échec? Ma difficulté a été liée à l'aspect culturel.
c'est-à-dire pour les femmes n'ont pas les droits fonciers dans la plupart des cas. Et afin de leur garantir les droits fonciers, il faut prévoir des mesures, mais afin de faire appliquer ces droits, c'était extrêmement difficile. À cause de cela, les femmes rencontraient des difficultés pour récolte. Donc, nous avons connu beaucoup de difficultés pour persuader les responsables. Ensuite, il y a une deuxième difficulté liée au financement. Afin de soutenir ces activités, il faut les moyens nécessaires. S'il n'y a pas de financement constant, c'est difficile de poursuivre nos actions. Donc pour nous, la deuxième difficulté est liée au financement. Pour restaurer les écosystèmes et les forêts, il faut se concentrer sur le financement également. Merci beaucoup. Et effectivement, j'ai rencontré beaucoup de défis. Laisse-moi dire, beaucoup de menaces même, jusqu'à des menaces de mort. 6 fois, j'ai échappé de justesse à la mort. En 2003-2004, je me suis opposé à une décision du ministre de l'Environnement de l'époque d'octroyer 100 hectares faisant partie intégrante du parc national de la Kibira. Il avait octroyé ces 100 hectares à un particulier. Et je me suis opposé énergiquement. Et j'ai failli perdre mon emploi, mais cette décision a été annulée au plus haut niveau. En 2004, j'ai eu également une autre bataille avec un gouverneur d'une province qui s'était arrogé le droit d'octroyer 2000 hectares du parc national de la Kibira, forêt afro-montagnarde magnifique, transfrontalière au parc national de Nyungwe. Et là, je lui ai dit, tu n'as pas droit de faire ça. Et là, j'ai eu toutes les menaces du monde. J'ai eu gain de cause. Il a été démis de ses fonctions. Et en maintes reprises, j'ai été séquestré par des populations à la recherche des terres à l'intérieur des aires protégées, Parc national de la Kibira et d'autres aires protégées du Burundi. Heureusement, j'ai eu la vie sauve jusqu'à présent parce que convaincu que la cause que je défends, qui consiste à protéger les forêts, la biodiversité, c'est une cause noble. Et pour cette raison, il n'y a pas à perdre les pédales comme un bon militaire. Un bon militaire ne perd jamais les pédales. Étant impliqué, bien engagé dans la protection de l'environnement, nous ne devons pas perdre les pédales. Parce que, comme je l'ai dit, la cause, elle est noble. Elle est très noble, je le répète. Merci. Thank you very much. That's very... Merci beaucoup pour votre réponse très inspirante. Vous avez la parole, Madame Gertrude. Le plus grand défi auquel j'ai dû faire face était de convaincre les gens à ce qu'ils croient à ce que je dis. Lorsqu'on parlait du projet de plantation, je leur ai essayé de leur convaincre que planter des arbres allait nous sauver, allait nous aider. Et les gens se moquaient de moi. Ils pensaient que j'avais perdu la tête. Alors, est-ce que j'ai vraiment envie de utiliser mon énergie, mes outils, pour planter juste quelques arbres? Je pense que peut-être au fond, ils avaient compris que la plantation et le reboisement allaient nous présenter beaucoup d'avantages.
mais je pense qu'il y avait un conflit entre l'agriculture et la sylviculture, surtout à l'Ouganda. C'est vrai qu'à l'Ouganda, on ne manque pas d'arbres. Les arbres poussent tout seuls. Mais il y a également beaucoup de terrains jachères. Donc j'ai essayé de les convaincre pour qu'on reboise ces terrains vides. Merci Madame Gertrude. Donc je vais essayer de résumer vos réponses. Donc il y a un problème culturel. Surtout en matière du renforcement des droits des femmes, nous rencontrons beaucoup de difficultés. J'en ai connu moi-même aussi. Surtout en matière du financement des projets. Parce que les communautés locales ont du mal à accéder à ce fonds, à ce finance. Il y a des gens qui trouvent que nos activités sont ridicules. Ils vont peut-être pas croire ce qu'on leur dit, mais je pense qu'il faut donc montrer, leur donner les preuves. Et parfois, ces activités nous mettent nos vies en danger, mais il ne faut pas lâcher prise. Il faut vraiment être déterminé à surmonter les barrières avec passion. Ensuite, je vais passer à ma deuxième question. Madame Cécile, je vous invite à écouter les lauréats, les anciens lauréats. Donc après que vous ayez remporté le prix Wangai, est-ce qu'il y a eu des impacts sur votre vie? Je passe d'abord la parole à Madame Gertrude. Merci beaucoup. Le prix Matai est un cadeau qui ne s'arrête pas. Grâce à ce prix, nous avons pu ouvrir un bureau et continuer nos activités. Donc, notre association peut trouver une maison et agrandir ses efforts pour aboutir à des résultats et également élargir nos domaines d'activité. Et cela a mis la lumière sur nos activités. Nous avons donc été invités à intervenir dans différents événements internationaux. Et nous sommes d'ailleurs également invités à un événement au Gabon. Wangari Maathai, en 2019, d'ailleurs, il faisait suite à un autre prix que je venais de gagner, le prix National Geographic Buffett Award, en 2018. Donc, les deux prix m'ont encouragé. Ils m'ont fait comprendre que la cause vaut la peine d'être défendue. Et comme Gertrude vient de le dire, j'ai donné des interviews à, je dirais, tous les médias du monde. Et même jusqu'à présent, il ne se passe 2 semaines sans qu'une radio, une télévision, dans mon pays ou même à l'étranger, m'appelle pour que je m'exprime sur l'état des forêts, l'état de la biodiversité et l'état des ressources naturelles dans mon pays et donner mon point de vue même ailleurs. Et puis, ça m'a encouragé à continuer vraiment à responsabiliser les communautés dans la protection des forêts et de la biodiversité. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous avons planté 94 000, c'est assez belge, 94 000 arbres. Nous avons, avec mon équipe, réussi à sauver 3 736 hectares de forêt naturelle, les derniers habitats des chimpanzés au sud de mon pays, sur la frontière avec la Tanzanie. Nous continuons à appuyer les enfants batois à aller à l'école. Nous avons formé 60 femmes sur l'artisanat pour leur autonomie financière.
nous continuons à encadrer les clubs environnementaux dans les écoles parce que la clé de la réussite, c'est vraiment éduquer les jeunes sur la protection de l'environnement, des forêts, de la biodiversité. Un accent particulier dans toutes nos actions est mise sur les communautés. Je l'ai dit, je le répète, c'est la clé du succès pour la protection des forêts et de la biodiversité. Voilà ce que nous avons fait et ce que nous sommes en train de faire après le prix Wangari Maathai. Merci. Thank you, Gertrude and Leonidas. And Merci, Monsieur Léonidas et Madame Gertrude. Donc j'ai pu savoir comment vous avez utilisé ce prix pour intensifier vos efforts pour la lutte contre les forêts et pour la communauté locale. Cécile, vous êtes la lauréate de cette année. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire de ce prix et quel impact ce prix va-t-il avoir sur votre carrière, sur votre parcours? Ce que je veux faire, c'est de créer un centre de formation pour les femmes, créer un champ pour regrouper les femmes du monde entier, pour échanger des meilleurs exemples, des meilleurs cas de réussite et de planter différents essences sur tout le continent. Je pense que ce prix va devenir une base fondamentale pour monter ce centre. Et comme je l'ai dit, c'est très difficile pour les femmes d'obtenir les droits fonciers. Donc nous allons essayer d'acheter des terres et créer ce centre où on pourrait même l'appeler une fondation. Et pour cela, il faudrait avoir déjà un droit foncier et mobiliser tous les moyens et les ressources qu'on peut mobiliser. Et ce, pour les femmes agricultrices. J'espère que votre rêve sera réalisé. J'espère que je serai invitée aussi pour l'inauguration. Ensuite, nous allons passer à notre message vidéo de Madria da Silva. Elle est brésilienne et elle a gagné le prix Wangari Maathai en 2017. Elle travaille en ce moment avec les communautés amazoniennes et ce depuis 1980 et elle mène des luttes pour les droits fonciers des femmes. Elle va parler au Portugal, donc je vous invite à utiliser l'appareil pour suivre son discours en langue. Bonjour, je suis Maria Margarida Ribeiro da Silva, alias Margarida Florestal. Je suis née et j'ai grandi à Verda para Sampir, réserve sur le bio-harimum en Amazonie au Brésil. Cela signifie que je suis en agro-extra-activiste. Les rivières et les forêts nous fournissent tout ce dont nous avons besoin. La rivière nous donne des poissons que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'eau pour cuisiner nos repas, pour nous baigner, et nous fournit nos médicaments, le bois que nous utilisons pour construire nos maisons, les bateaux pour le transport, et le bois et les produits non ligneux pour notre économie. Nous vivons de l'utilisation de nos ressources naturelles. Ce qui m'a le plus aidé à poursuivre mon parcours, c'est ma culture, ma famille et les mouvements sociaux, les partenariats
les associations, les coopératives. Et l'idée que je peux contribuer en tant que femme avec mes connaissances traditionnelles au processus de prise de décision et motiver d'autres femmes. Après avoir reçu le prix Wangari Maathai du champion de la forêt 2017, j'ai été reconnue dans le monde entier. J'ai été contactée par des institutions publiques, privées et académiques et sollicitée pour les aider dans leurs projets, ainsi que par d'autres collectivités locales désireuses de se lancer dans la gestion de leurs forêts. Au cours de toutes ces années liées à l'environnement, aux communautés fluviales et aux forestières, j'ai appris l'importance de l'harmonie entre l'humain et la nature. La nécessité d'utiliser les ressources naturelles de manière planifiée et rationnelle, la valeur de l'organisation communautaire, de la transparence et du dialogue. J'ai également appris la valeur de notre engagement à assurer un équilibre pour que les générations futures puissent exister. Ce n'est pas facile d'être une femme de la rivière et de la forêt. En tournant le regard vers l'avenir, j'espère voir l'application de politiques publiques et ciblées. Cet investissement dans l'éducation augmente pour les deux, nos agriculteurs et leurs enfants, et adapté à notre réalité. De plus, je souhaite plus d'investissement dans les initiatives de gestion forestière. J'espère que nous pourrons construire un centre de partage des connaissances dans ma communauté afin que nous puissions apprendre et transférer les connaissances ensemble. Malgré tous les préjugés et la vulnérabilité sociale, j'ai appris des arbres que vous vous penchez dans une tempête et se redresser après la tempête. Je suis la preuve que la foresterie n'est pas seulement l'apanage des hommes. C'est un domaine également pour les femmes. En tant que femme, je peux être là où je veux et je peux faire partie de toutes les étapes de production, planification, gestion, extraction, commercialisation et évaluation. J'aurais aimé pouvoir être là avec vous tous en Corée du Sud aujourd'hui. J'ai eu des contretemps et je m'en excuse. Mais loin, même de loin, je voudrais envoyer mes meilleurs vœux du Brésil comme si j'étais présente. Je vous remercie. Thank you very much, Margarida. We are very inspired and Merci pour cette vidéo et ce message inspirant. C'est une militante engagée et je lui souhaite une bonne continuation et beaucoup de succès. Comme nous avons encore quelques minutes, j'aimerais poser d'autres questions. Monsieur Léonidas, vous êtes un seul homme dans notre membre panel et également parmi tous les lauréats, vous êtes le seul homme. Alors, que pensez-vous du rôle des femmes militantes? Je pense que les femmes ont leur place dans la préservation des forêts parce qu'elles sont les premières utilisatrices des ressources forestières. Elles vivent avec les forêts, elles vivent avec la biodiversité. Donc, il leur appartient d'être les avant-gardes de la sauvegarde de ce patrimoine global, humanitaire. Donc, j'encourage les femmes à aller de l'avant. Et il est tout à fait normal
que les femmes soient nombreuses à gagner le prix Mataille. C'est leur prix et d'autres que leur emboîtent le pas. Merci. Thank you for that, Leonidas. And now, Merci, je vais passer à la question suivante. Vous êtes très nombreux, hommes et femmes, à travailler dans la lutte pour la conservation de la nature. Est-ce que vous pourriez partager votre expérience? Le conseil que je voudrais donner au monde est qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner. Les activités que vous menez ne doivent être jamais sous-estimées. Vous devez continuer et il suffit de planter un arbre. Ensuite, Que je donnerai, c'est nous devons tous joindre nos efforts pour sauver la forêt et tout ce qu'elle contient. Et au-delà, je voudrais lancer un appel vibrant aux partenaires internationaux, aux grandes organisations internationales impliquées dans la protection des forêts, de développer des approches, des mécanismes qui touchent les communautés locales. Il existe beaucoup de projets à travers le monde, mais sans impact réel sur les forêts, sur la vie des communautés. Aujourd'hui, il y a un terme en vogue, restauration des paysages, ce qui est une bonne chose. Et dans les paysages, les communautés, les humains, les femmes, les hommes sont au centre. Il n'y a pas de paysage sans les communautés locales. Restaurons ces communautés, elles vont restaurer les paysages. Donc, les paysages, à mon avis, et les communautés locales sont interconnectés. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Si nous voulons réussir, nous devons nous occuper, oui, autant nous occuper des forêts, autant nous occuper de la biodiversité et autant nous occuper des communautés. On ne va pas continuer à demander aux communautés locales de veiller sur les ressources naturelles alors que leurs ventres sont affamés. Nous devons penser à leurs problèmes, soulager leur misère. On va leur demander de préserver les forêts et elles vont le faire. Laisse-moi vous donner un exemple. L'année passée, c'était au mois d'octobre, on sensibilisait les communautés sur la protection d'une forêt au sud du Burundi. Les populations ont dit, oui, nous sommes prêts à sauver cette forêt, mais donnez-nous de l'eau. Nous n'avons pas d'eau potable. Et puis, nous allons faire tout ce que vous voulez. C'est important de penser aux problèmes des communautés. Et en résolvant leurs problèmes, ils vont apporter davantage leur protection et leur contribution dans la préservation de nos ressources forestières. Voilà mon avis. Merci beaucoup. thank you. Cecil? Donc, mon conseil, c'est l'héritage. C'est de poursuivre l'héritage légué par Wangari Maathai, c'est-à-dire sauver la planète à travers la plantation des arbres. Continuons de planter des arbres et élargir nos activités pour préserver la nature et soigner la nature. Donc, mon devoir, c'est de poursuivre l'héritage de Wangari Maathai. Merci beaucoup. Il ne faut jamais renoncer à notre projet. Il faut aller vers notre rêve pour concrétiser et réaliser nos rêves. Je crois qu'ainsi, nous pourrions avoir un beau paysage et préserver nos forêts. Voici ma dernière question. Je crois que
vous pouvez partager vos espoirs. Vous avez rencontré beaucoup de responsables, participé à différentes sessions et je crois que vous avez tiré beaucoup d'enseignements. Et une fois retourné dans vos pays, qu'est-ce que vous voulez faire? Où vous pouvez trouver vos raisons d'espoir? Proclamé ambassadeur pour la vie, pour les forêts, pour la biodiversité. Et ce poste, personne ne va me le ravir parce que je n'ai pas besoin d'être dans un décret pour prendre ce poste d'ambassadeur pour la vie, parce que qui protège la biodiversité des forêts protège la vie. Et je voudrais mourir ambassadeur pour les forêts, la biodiversité, les animaux, et ainsi de suite. J'ai un rêve. J'ai un rêve, c'est de sauver le peu de forêts qui subsistent dans mon pays. J'ai également un rêve, c'est celui de finir mes jours ici-bas en plantant les arbres main dans la main avec les communautés. Merci. Thank you. Gertrude? Thank you, Madame. Vous avez la parole, Madame Gertrude. Je pense que les gens du monde entier doivent arrêter de chercher des réponses dans un mauvais endroit. Je pense que la solution réside dans le boisement, la plantation des arbres. Quand on participe aux conférences de COP et quand on souligne, et je pense qu'il faudrait de plus en plus parler du boisement. Dans les conférences, des grands événements comme COP, nous avons des milliers et des milliers de participants. Donc si chacun des participants plante un arbre, nous allons avoir beaucoup plus d'arbres pour stocker beaucoup plus de carbone. Donc, personnellement, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Il ne faut pas décourager, il faut planter les arbres. Je crois que vous avez un objectif très précis. Actuellement, il y a des pays africains. Si les 20 pays africains plantent chaque année 1 million d'arbres, cela va devenir 20 millions. J'espère un jour on aura atteint cet objectif. Pour le prochain congrès forestier mondial, j'espère que vos espoirs et vos rêves, c'est-à-dire participer massivement à la plantation des arbres au-delà de l'Asie, en Amérique latine et sur le continent africain, j'espère voir davantage de personnes participer à cette cause et initiative pour restaurer les forêts. Et je crois que pour y parvenir, il faut travailler ensemble avec les communautés dépendant de la forêt tout en répondant à leurs besoins. Sinon, ces derniers ne vont pas sentir la nécessité. Et c'est pourquoi nous comptons sur vous, les champions du prix Wangari Maathai. Merci d'avoir partagé votre parcours, vos difficultés. Je vous remercie sincèrement et je crois que vos messages nous inspirent énormément. Je suis bouleversée. Ça me donne vraiment envie d'aller de l'avant et de participer à mon échelle à ces efforts. Durant cette courte session, j'étais grandement inspirée et j'espère que chacun d'entre nous va devenir le champion ou la championne de la forêt pour restaurer les forêts
à notre échelle, à l'échelle des ménages, à l'échelle nationale. Si nous comptons de plus en plus de champions de la forêt, d'ici peut-être 10 ans, nous pourrions réussir cette restauration des forêts et avoir des écosystèmes durables, résilients et plus sains. Je vous remercie du fond du cœur, tous les orateurs et les champions. J'espère que vous aurez des échanges fructueux dans d'autres sessions. Je vous remercie.